En juillet 1969, l'homme met le pied sur la Lune. Diverses étapes ont été franchies dans les 12 années précédentes. Des succès, des échecs et des vies humaines perdues. Sputnik, Mercury, Gemini, Apollo, Yuri Gagarin, Neil Armstrong, ce sont tous des mots ou des noms qui font maintenant partie de la légende. Regardons ensemble les étapes qui ont conduit l'homme vers l'un des plus grands exploits du XXe siècle. Le 4 octobre 1957, l'Union soviétique est la première à placer en orbite le satellite Sputnik 1. L'opinion internationale est fascinée par cet événement, qui semble présager le début d'une nouvelle ère technique et scientifique. C'est un choc pour les responsables et l'opinion publique américaine, jusqu'alors persuadée de leur supériorité technique. La fusée Sputnik était un lanceur orbital soviétique dérivé de l'ICBM-R-7 Semyorka, conçu par Sergueï Korolev. Le 4 octobre 1957, il fut utilisé pour effectuer le premier lancement de satellite au monde, plaçant Sputnik 1 sur une orbite terrestre basse. De leur côté, les Américains ont de grosses difficultés. Le programme Vanguard accumule les échecs. Vanguard est un petit lanceur américain développé par la Naval Research Laboratory, dont l'objectif était de placer en orbite le premier satellite artificiel. La mise au point du lanceur est difficile avec 9 échecs sur 12 tirs entre 1956 et 1959. L'apparition de Wernher von Braun et de toute son équipe va permettre aux Américains de faire un grand pas en avant. Explorer 1, le 1er février 1958, va être lancé grâce au lanceur Juno 1, improvisé à partir d'un missile balistique Redstone. Ce sera la première réalisation majeure de von Braun. Mais 4 mois plus tard que les Russes, qui à cette époque sont en avance sur les Américains, et la domination russe ne fait que commencer. Conscient du retard de son pays, le président américain Eisenhower décide le 29 juillet 1958 de la création d'une agence spatiale, la NASA. Il faut rattraper les Russes qui ont déjà une liste d'exploits. Une fusée fiable pouvant emporter une grosse charge utile, ce que les Américains n'ont pas encore. Le premier être vivant placé en orbite avec la chienne Laika sur Sputnik 2. Premier satellite à échapper à l'attraction terrestre, le Luna 1. Le premier satellite à s'écraser sur la Lune, le Luna 2. La première photo de la face cachée de la Lune avec le Luna 3. Le premier être vivant à revenir vivant après un séjour dans l'espace, les chiens Belka et Straïka de Sputnik 5. Le premier survol de Vénus avec Venera 1. Et enfin, Yuri Gagarin, qui est le premier homme à avoir effectué un vol dans l'espace au cours de la mission Vostok 1 le 12 avril 1961. Dès 1961, le programme Apollo est lancé. Le programme Apollo est le programme spatial de la NASA, mené durant la période s'étalant de 1961 à 1972, qui a permis aux États-Unis d'envoyer pour la première fois des hommes sur la Lune. Il est lancé par le président John F. Kennedy
le 25 mai 1961, essentiellement pour reconquérir le prestige américain mis à mal par les succès de l'astronautique soviétique, à une époque où la guerre froide entre les deux superpuissances battait son plein. Le 25 mai 1961, le président annonce devant le Congrès des États-Unis lors du spécial message to the Congress on Urgent National Needs le lancement d'un programme qui doit amener des astronautes américains sur le sol lunaire avant la fin de la décennie. Il confirme sa décision dans un autre discours resté célèbre, We choose to go to the moon, le 12 septembre 1962. For the eyes of the world now look into space, to the moon, and to the planets beyond. And we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom and peace. We have vowed that we shall not see space filled with weapons of mass destruction, but with instruments of knowledge and understanding. Yet the vows of this nation can only be fulfilled if we in this nation are first, and therefore we intend to be first. In short, our leadership in science and industry, our hopes for peace and security, our obligations to ourselves as well as others, all require us to make this effort, to solve these mysteries, to solve them for the good of all men, and to become the world's leading spacefaring nation. We set sail on this new sea because there is new knowledge to be gained and new rights to be won, and they must be won and used for the progress of all people. For space science, like nuclear science and all technology, has no conscience of its own. Whether it will become a force for good or ill depends on man. And only if the United States occupies a position of preeminence can we help decide whether this new ocean will be a sea of peace or a new terrifying theater of war. I do not say that we should or will go unprotected against the hostile misuse of space any more than we go unprotected against the hostile use of land or sea. But I do say that space can be explored and mastered without feeding the fires of war, without repeating the mistakes that man has made in extending his writ around this globe of ours. There is no strife, no prejudice, no national conflict in outer space as yet. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind, and its opportunity for peaceful cooperation may never come again. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Plus de 25 milliards de dollars dépensés en 13 ans, ce qui représente aujourd'hui
presque 240 milliards de dollars. Le programme de conquête spatiale de la NASA, Apollo, a bénéficié d'un budget pharaonique. Mais avant d'entendre parler du programme Apollo, il y eut deux programmes vitaux qui ont permis aux scientifiques d'étudier et de comprendre tous les dangers qui attendaient l'homme dans l'espace. Le programme Mercury est le premier programme spatial américain à avoir envoyé un Américain dans l'espace. Il débute en 1958, quelques mois après la création de l'Agence spatiale américaine, la NASA, et il s'achève en 1963. Les objectifs du programme sont de placer un homme en orbite autour de la Terre, d'étudier les effets de l'impesanteur sur l'organisme humain et de mettre au point un système de récupération fiable du véhicule spatial et de son équipage. Le premier vol eut lieu le 21 août 1959. Les capacités du véhicule Mercury sont trop limitées pour les missions que la NASA envisage dans la perspective du programme Apollo. Le véhicule Mercury est abandonné à compter de 1964 au profit du véhicule Gemini. Gemini est le deuxième programme de vol spatiaux habités lancé par les États-Unis après le programme Mercury. De 1963 à 1966, 10 missions Gemini sont lancées. On voit arriver une deuxième génération d'astronautes comme Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Le but était de maîtriser les techniques de localisation, les manœuvres et rendez-vous spatiaux, mettre au point les techniques permettant de travailler dans l'espace au cours de sorties extravéhiculaires, peaufiner et expérimenter les méthodes de retour sur Terre des vaisseaux spatiaux et leur atterrissage, étudier les conséquences de l'apesanteur et travailler en apesanteur. En fait, tout le programme Gemini était capital pour arriver au programme Apollo. Le Gemini pesait 3600 kg. On a besoin d'un lanceur d'une autre génération, beaucoup plus puissant. C'est alors que l'on va utiliser le missile balistique Titan II, conçu par Wernher von Braun. Le LGM-25C Titan II, ce successeur du missile Titan I, d'une portée de 10 000 km, est capable de lancer une charge 2 fois plus lourde que son prédécesseur et, contrairement à ce dernier, utilise des ergols dits stockables. Nous arrivons maintenant au programme Apollo. Il faut parler premièrement de Wernher von Braun, le concepteur de la fusée la plus puissante que l'homme a conçue au XXe siècle, la fusée Saturne. Wernher von Braun est un ingénieur allemand né le 23 mars 1912 en Posnanie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est l'un des principaux ingénieurs qui permettent le vol des fusées allemandes de type V2, le premier missile balistique de l'histoire. Transféré aux États-Unis après la capitulation allemande, il est naturalisé américain en 1955 et joue un rôle majeur dans le développement des fusées, notamment celles qui ont permis la conquête spatiale américaine. En 1950, il est nommé directeur technique
du Redstone Arsenal. Il met au point le lanceur Juno qui permet de lancer la capsule Mercury. Il met au point les missiles Pershing et Jupiter. Il participe au programme des vols habités de Mercury et Gemini. Finalement, il met au point la fusée Saturne. La fusée Saturne, géante de 3000 tonnes, qui avait pour mission de placer en orbite basse Apollo, qui avait une masse de 140 tonnes. We have been given the scientific knowledge, the technical ability, and the materials to pursue the exploration of the universe. To ignore these great resources would be a corruption of a God-given ability. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Une fois placés en orbite basse, les vaisseaux Apollo ainsi que le troisième étage de la fusée effectuent une orbite et demie autour de la Terre. Puis le moteur du troisième étage est rallumé pour injecter l'ensemble sur une orbite de transfert vers la Lune. Environ une demi-heure après la fin de la poussée, le module de commande et de service se détache du reste du train spatial, puis pivote de 180 degrés pour revenir chercher le module lunaire. Les astronautes déclenchent par pyrotechnie la détente de ressorts situés dans le carénage du module lunaire. Ceux-ci écartent le module lunaire et le module de service du troisième étage de la fusée Saturne à une vitesse d'environ 30 cm/s. Par la suite, 3 jours de voyage vers la Lune, avec quelques corrections de direction et beaucoup de manœuvres d'entretien. Les astronautes ne chôment pas. Et Apollo tourne sur lui-même pour éviter une exposition du Soleil au même point. Une fois l'orbite lunaire accomplie, les 2 astronautes se glissent dans le module lunaire.
Il se détache du module de service et laisse le troisième astronaute seul en orbite autour de la Lune. Ensuite arrive l'alunissage, autre manœuvre à haut risque. Le 27 janvier 1967, alors que l'équipage du premier vol habité, Apollo 1, qui doit décoller un mois plus tard, effectue une répétition au sol en conditions réelles. Un incendie se déclare dans le vaisseau Apollo, dans le module de commande, dans lequel les 3 astronautes se trouvent sanglés sur leur couchette. Le déclenchement de l'incendie sera attribué, sans être clairement identifié, à un court-circuit dû à un fil électrique dénudé. L'enquête révèle l'utilisation de nombreux matériaux inflammables dans la cabine et beaucoup de négligence dans le câblage électrique et la plomberie. De plus, le temps extrême pour ouvrir la porte est beaucoup trop long et ça n'a donné aucune chance aux 3 astronautes. L'incendie a été fulgurant et leur temps de réaction était à peu près nul. Les déboires du vaisseau spatial Apollo permirent au programme de développement de la fusée géante Saturn V de rattraper son retard et de régler en partie le problème de vibration. Au décollage, les vibrations étaient énormes et c'est le plus gros problème que Wernher von Braun a rencontré à l'époque. La vibration qui était jugée trop forte pour la sécurité des astronautes. Ça continuera à vibrer, mais il fallait quand même atteindre un niveau acceptable et pour le bon fonctionnement du décollage. Toutes ces missions sont inhabitées. Les conséquences du désastre d'Apollo 1 sont énormes et la prudence est de mise, donc ce sera des vols inhabités pour la suite des choses, pour Apollo 2, 3, 4, 5 et 6. Nous sommes à moins de 9 mois de l'homme sur la Lune. Le 11 octobre 1968, nous assistons à la première mission habitée du programme Apollo. Apollo 7 accomplit la mission d'Apollo 1, qui consistait à tester le module de commande et de service en orbite terrestre basse. Il est à souligner que le module lunaire n'est pas encore prêt. On a beaucoup de problèmes pour le poids. Les premiers modules sont jugés trop pesants et il a fallu remettre sur le métier plusieurs fois sa conception. Cette mission, menée par les astronautes Walter Schirra, Walter Cunningham et Don Esseley, fut couronnée de succès. La fusée Saturn V se comporta parfaitement au décollage. La suite des choses s'annonce de façon positive. La mission Apollo 8 est lancée le 21 décembre 1968. Les astronautes sont William Enders, Frank Borman et James Lovell, l'astronaute considéré pour être le premier homme sur la Lune. L'histoire nous le décrira
comme l'un des plus grands astronautes de son époque. C'est la mission qui est tombée dans l'oubli, mais elle demeure pour l'histoire la plus importante après Apollo 11. Apollo 8 est le premier vaisseau spatial avec équipage à quitter l'orbite terrestre basse et le premier à atteindre la Lune, à s'y mettre en orbite et à en revenir. Apollo 8 met 68 heures pour parcourir la distance qui le sépare de la Lune. L'équipage effectue 10 orbites autour d'elle en 20 heures. Ce sont eux qui ont pris le lever de la Terre, une photo historique. En sortant de la face cachée de la Lune, ils ont pris une photo superbe de la Terre qui est passée à l'histoire. Il est à noter que cette mission a été faite avec le module de commande et de service sans le module lunaire qui n'était toujours pas prêt. La mission Apollo 9 est un vol spatial habité qui eut lieu en mars 1969, le troisième avec équipage du programme Apollo. Les astronautes sont James McDivitt, David Scott et Russell Schweickart. Le premier vol du vaisseau spatial Apollo complet, le module de commande et de service avec finalement le module lunaire. Cette mission va rester dans l'orbite terrestre et faire toutes les manœuvres que normalement les équipes d'Apollo vont être appelées à faire autour de la Lune. Ils testent les systèmes et les procédures essentielles à l'atterrissage, les moteurs du module lunaire, le système primaire de survie, les systèmes de navigation et les manœuvres d'amarrage. L'équipage effectue le premier vol en équipage d'un module lunaire. Apollo 9 doit rester dans l'espace pendant une dizaine de jours pour vérifier le fonctionnement du module de commande pendant la période nécessaire à une mission lunaire. On teste le module lunaire comme si on allait sur la Lune. Le module lunaire s'est détaché à une distance de 185 km du module de commande. Un processus qui a pris plus de 2 heures et qui lui permet de revenir s'amarrer au module de commande. L'approche et le rendez-vous est un vrai succès et le rendez-vous sur la Lune approche et l'optimisme est à son plus haut niveau. La rentrée avec le module de commande se passe encore très bien. Tout est au point. La NASA a pensé à faire d'Apollo 10 la première mission pour marcher sur la Lune, mais finalement, on a fait preuve de prudence. Les astronautes sont Gene Cernan, Thomas Stafford et John Young. Apollo 10 est un vol spatial habité qui eut lieu en mai 1969, la 4e mission avec équipage du programme américain. C'est la 2e à orbiter autour de la Lune après Apollo 8. C'est une répétition générale pour le premier alunissage. Après 31 orbites autour de la Lune, au cours desquelles plusieurs tests cruciaux sont effectués, Apollo 10 cartographie des sites d'atterrissage pour les futures missions d'Apollo. Ce sera un 2e essai dans l'espace après celui d'Apollo 9 du module lunaire, sur une orbite de descente à 15,6 km de la surface lunaire. Apollo 10 a tout fait, sauf se poser sur la Lune. Ils sont remontés s'amarrer au module de commande et retour sur Terre. Apollo 10 est une autre mission remplie de succès.
Du 16 au 24 juillet 1969, le monde entier va vibrer au rythme d'Apollo 11. À partir des missions qui avaient comme objectif de se rendre sur la Lune, il était de coutume que les astronautes eux-mêmes donnent un nom au module de commande et de service et un nom au module lunaire. C'est ainsi que le module de commande et de service Apollo s'appellera Columbia et le module lunaire s'appellera Eagle. Les 3 astronautes sont Michael Collins, Buzz Aldrin et Neil Armstrong. Le décollage et toutes les manœuvres se passent parfaitement. Après un voyage sans histoire, Apollo 11 arrive en orbite lunaire. Et le 21 juillet, le module lunaire Eagle avec Buzz Aldrin et Neil Armstrong se détache du module de commande et laisse Michael Collins tourner autour de la Lune. Le grand moment est arrivé. Le module lunaire Eagle va tenter de se poser sur la Lune. Cinq minutes après le début de la descente, alors que le LEM se trouve à 1800 mètres au-dessus de la surface de la Lune, l'ordinateur de bord se met à émettre des alarmes 1202. Ce type de message indique que l'ordinateur de bord ne parvient plus à effectuer toutes les tâches qui lui sont assignées, alors qu'il joue un rôle central en effectuant en temps réel tous les calculs permettant de définir la trajectoire et qu'il pilote en conséquence les différents moteurs. Le jeune Steve Bales, l'un des programmeurs de l'ordinateur de bord présent dans le centre de contrôle Houston, détermine que l'alarme peut être ignorée. Obligé de s'occuper des alarmes, Neil Armstrong ne peut, selon la procédure, exécuter une dernière manœuvre de correction de la trajectoire. Le module lunaire Eagle dépasse de 7 km le site sélectionné pour l'alunissage et il s'approche d'une zone encombrée de rochers. Armstrong n'a pas le temps d'étudier la situation avec Houston et de reconfigurer l'ordinateur de bord. Le module est en danger car l'essence baisse et il va falloir prendre une décision. Et c'est ici qu'Armstrong va donner raison aux dirigeants de la NASA de l'avoir choisi pour être le premier homme sur la Lune. Armstrong constate qu'ils vont se poser dans un immense cratère. Il décide donc de prendre le contrôle manuel du module lunaire et va chercher à vue un endroit pour se poser. Il finit par se poser dans un moment de haute tension car les indicateurs donnaient encore 60 secondes de carburant pour le LEM. Eagle aluni à 20h17 le dimanche 20 juillet 1969, à 7 km du lieu prévu à l'origine. Et les contrôleurs de mission pendant l'alunissage montrent que le LEM avait suffisamment de carburant pour 25 secondes supplémentaires de vol motorisé avant qu'un arrêt sans alunissage ne devienne dangereux. Les moteurs sont coupés. À Houston, c'est le silence complet. On attend une confirmation. Soudain, Armstrong prononce la célèbre phrase « Houston, ici la mer de la tranquillité. L'Eagle s'est posé. C'est maintenant chose faite. L'homme s'est posé sur la Lune. »
Okay, all flight controllers, go for landing. Retro. Go. Fido. Go. Guidance. Go. Control. Go. Telcom. Go. GNC. Go. Ecom. Go. Surgeon. Go. Capcom, we're go for landing. Altitude 4,200. Houston, you're go for landing, over. Roger, understand. Go for landing. 3,000 feet. You're looking great. How you doing, Control? We look good here, fine. All right, how about you, Telcom? Go. Guidance, you happy? Go. Fido. Go. 2,000 feet. 2,000 feet. Into the ag. 47 degrees. Roger. 47 degrees. Still looking very good. Your go. Stop alarm. 1201. 1201. Roger, 1201 alarm. 1201 alarm. Same type, we're go, flight. Okay, we're go. We're go. Same type, we're go. Altitude 1,600. Eagle looking great. Roger, 1202, we copy it. 35 degrees, 750, coming down to 23. 540 feet and at 15. 1050 feet down at 4. Altitude, velocity, light. 3.5 down, 220 feet. 11 forward, coming down nicely, 200 feet. 4.5 down, 5.5 down. 100 feet, 3.5 down, 9 forward. Okay, 75 feet. Car's looking good, down a half. 6 forward. 60 seconds. Lights on, forward. Forward. 40 feet, down 2.5. Picking up some dust. Straight shadow. 4 forward, drift into the right a little. 30 seconds. Forward. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Les deux astronautes ont collecté 21 kg de roches lunaires. La durée de leur sortie extravéhiculaire fut de 2h31 minutes. Ils ont parcouru une distance de 1 km. Le président Nixon va leur parler en direct. Les Russes félicitent officiellement les Américains pour leur victoire. Il ne reste plus qu'à revenir sur Terre sain et sauf. Le premier décollage de la Lune va se produire, mais ça demeure une manœuvre risquée. Le module lunaire est retenu par une série de boulons sur une plateforme. Au décollage, une petite explosion pyrotechnique va déboulonner le module et le moteur du module va s'allumer. Tout fonctionnera de façon parfaite. Le 24 juillet, le module de commande d'Apollo 11 atterrit en mer et leur retour est fêté mondialement. Le président Nixon est là pour les accueillir. La mission Apollo 13 eut lieu du 11 avril au 17 avril 1970. Les 3 astronautes étaient James Lovell, Jack Swigert et Fred Haise. Une mission qui demeure célèbre pour le sang-froid des astronautes, surtout James Lovell, et l'ingéniosité de tous pour avoir une chance de ramener les 3 hommes sains et saufs sur Terre. Tout va bien pour Apollo 13 alors que la catastrophe arrive. On a près de 75% du chemin de parcouru en direction de la Lune. Soudain, l'explosion d'un réservoir d'oxygène met hors service le module de service qui, dans un contexte normal, fournit à la fois l'énergie, l'eau, l'oxygène et le système propulsif durant la majeure partie de la mission. Et on entend la fameuse phrase « Houston, nous avons un problème ». On ne connaît pas l'état de la propulsion du module,
mais tout indique que l'explosion a été très forte et on n'ose plus se servir du moteur car on craint une plus grosse explosion encore qui pourrait condamner les 3 hommes. Dans une situation critique où les 3 astronautes sont conscients de la précarité de leur situation, on se transfère tous les 3 dans le module lunaire qui est très petit et qui est adapté pour 2 personnes. Et on aura bien des problèmes à résoudre. L'air, l'électricité, la température ambiante à 5 degrés, l'espace étroit dans lequel les 3 hommes ont vécu. Pour l'équipage, les conséquences de l'explosion sont potentiellement très graves. Le retour sur Terre, du fait des lois de la mécanique spatiale, n'est pas envisageable avant plusieurs jours. Durant ce laps de temps, l'équipage doit disposer de suffisamment d'énergie, d'eau, d'oxygène et d'ergols pour survivre. Le scénario consiste à laisser le vaisseau Apollo contourner la Lune et revenir sur Terre, ce qu'il doit faire naturellement sur la lancée de son mouvement actuel. La seule manœuvre nécessaire serait une légère correction de trajectoire durant le trajet de retour afin de ne pas rater la Terre, manœuvre pouvant être effectuée à l'aide du moteur de l'étage de descente du module lunaire. On ne peut envisager d'autres solutions, car on n'a plus l'essence du module de service qui a explosé, seulement l'essence du module lunaire. La situation est désespérée et on laisse les astronautes parler à leur famille, car leur retour est loin d'être assuré. James Lovell va accomplir un exploit, soit conduire Apollo à partir du module lunaire avec l'aide de la NASA. Il ne possède pas toutes les données et c'est un exploit qui le laissera sans repos pendant 3 jours. À certains moments, il doit se fier aux positions des étoiles connues pour se guider. Le recours au moteur de l'étage de descente du module lunaire pour effectuer les manœuvres de correction de trajectoire dans une configuration incluant le module de commande et de service n'avait pas été prévu. Les spécialistes mettent au point un programme de calcul des paramètres de manœuvre en quelques heures à peine. De plus, on coupe toute l'électricité que l'on peut, ce qui fait baisser la température à 5 degrés Celsius. Avant la descente finale vers la Terre, l'équipage a largué comme à l'habitude le module de service et on a pu constater en le photographiant l'état horrible du module qui était complètement éventré sur un côté. Jusqu'au dernier moment, il était incertain de ramener les 3 hommes sains et saufs. On avait des craintes pour l'état des parachutes qui avaient peut-être été endommagés par l'explosion. Lovell et ses 2 acolytes ont réussi toutes les manœuvres et ont réussi à revenir sains et saufs dans ce que l'on peut qualifier du plus grand succès d'un échec. James Lovell, qui était dans Apollo 8 lors du premier voyage autour de la Lune, va se contenter de la revoir en passant avec Apollo 13. Il aura eu le cruel destin de ne pouvoir marcher sur la Lune. Il sera l'un des plus grands astronautes de son époque. Il va démissionner par la suite pour son épouse qui se refusait à le revoir partir. Le 14 novembre 1969, Apollo 12 est lancé. Les 3 astronautes sont Pete Conrad, Alan Bean et Richard Gordon. Peu après le décollage d'Apollo 12, la fusée Saturn V
qui propulse le vaisseau spatial est frappé par la foudre, ce qui entraîne la perte temporaire de la puissance électrique et des instruments du module de commande. Mais l'équipage réussit à redémarrer ce dernier et à poursuivre la mission. Ils se sont posés sur la Lune avec une précision parfaite à l'endroit prévu près de la sonde Survivor 3. On n'a pas d'image de cette expédition sauf pour la descente, car quand les astronautes ont installé la caméra, l'objectif a été exposé involontairement au soleil, avec le résultat que la caméra est devenue complètement inutilisable. Elle a grillé. La durée à la surface fut de 1 jour et 7 heures. La durée de la sortie extravéhiculaire fut de 7,7 heures. C'est une mission parfaitement réussie. Du 31 janvier au 9 février 1971, c'est la mission Apollo 14. Les 3 astronautes sont Alan Shepard, Edgar Mitchell et Stuart Roosa. Ils ont effectué la mission qui à l'origine était destinée à Apollo 13. Ils ont passé 33 heures à la surface de la Lune. Leur durée extravéhiculaire fut de 9 heures. Ils ont amassé 43 kilos de roches lunaires. Apollo 15 se déroula du 26 juillet au 7 août 1971. Les 3 astronautes étaient David Scott, James Irwin et Alfred Worden. La durée à la surface fut de 66 heures et 55 minutes. La durée des sorties extravéhiculaires fut de 19 heures et 8 minutes. Ils ont amassé 77 kilos de roches lunaires. Pour la première fois, nous assistons à l'apparition du rover qui leur a permis de s'éloigner du module lunaire à de bonnes distances. Apollo 16 dura du 16 au 27 avril 1972. Les 3 astronautes étaient Ken Mattingly, John Young et Charles Duke. John Young et Charles Duke séjournèrent 71 heures à la surface de la Lune, au cours desquelles ils réalisèrent 3 sorties extravéhiculaires d'une durée totale de 20 heures et 41 minutes. Durant ces sorties, ils utilisèrent un rover lunaire avec lequel ils parcoururent une distance de 26,7 km. Apollo 17 se déroula du 7 décembre au 19 décembre 1972. C'est la dernière mission du programme spatial Apollo à emmener des hommes à la surface de la Lune. Avec cette mission, l'agence spatiale américaine, la NASA, conclut le projet lancé en 1961 par le président John F. Kennedy, qui avait pour objectif d'amener des hommes sur la Lune. Apollo 17 est, comme Apollo 15 et 16, une mission de type J, caractérisée par un important volet scientifique. Les 3 astronautes étaient Harrison Schmitt, Gene Cernan et Ronald Evans. Le désintéressement généralisé du public et le Congrès américain qui ne voulait plus financer pleinement la NASA ont causé l'annulation du programme Apollo. On a donc dû annuler les missions 18, 19 et 20. C'est une fin prématurée pour le plus grand accomplissement de l'ère moderne.